Bonsoir à tous. Alors, excusez-moi pour ce léger retard. J'ai eu un imprévu de dernière minute, mais je suis bien là pour qu'on puisse parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Comment passer du développement par avocat à un développement par secteur d'activité. Alors, je m'appelle Valentin Ponty-Bernard, pardon. Je suis le cofondateur et président de la société Anomia que je dirige avec mon cher et tendre associé Jérôme Uturi. Anomia, c'est quoi? Anomia, c'est une société de conseil en stratégie qui s'est donnée pour vocation de pouvoir donner aux avocats les moyens de ses ambitions en alliant deux compétences que sont la connaissance et les méthodes du monde de l'entreprise avec une connaissance extrêmement spécifique et détaillée des cabinets d'avocats. Et comment on réalise ça? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la formation business, du coaching business et des missions de conseil en stratégie pour des avocats et pour leur cabinet pour leur permettre justement d'atteindre leurs ambitions. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'Anomia, mais on est plutôt là pour répondre à une question qui me taraude, ou plutôt un sujet qui m'intéresse cruellement, qu'on a d'ailleurs mis en place en test au sein de certains cabinets d'avocats. C'est comment on passe finalement d'un développement par avocat à un développement par secteur d'activité. Alors déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on changerait le modèle traditionnel, le modèle classique de l'avocat développeur avec une relation extrêmement forte sur l'intuition personnelle qui peut développer de la clientèle par lui-même, etc. Pour une simple et bonne raison, c'est que déjà, ce monde-là commence à changer. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait de plus en plus de compétences opérationnelles, de connaissances de l'entreprise, de connaissances du secteur d'activité pour pouvoir assumer une valeur ajoutée et en tout cas assurer une valeur ajoutée par rapport à la concurrence que sont d'autres cabinets d'avocats, des experts comptables, d'autres solutions annexes que pourraient choisir les clients potentiels que vous allez viser. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, un cabinet d'avocats, c'est extrêmement fragile. Pour une raison simple, c'est que le développement commercial et le chiffre d'affaires, notamment la clientèle, est attaché à l'associé et n'est pas attaché à la structure. En tout cas, pour la grande majorité des cabinets d'avocats et pour la grande majorité des clients présents au sein des cabinets d'avocats. Ce qui entraîne deux conséquences. La première, c'est que si l'associé se barre et que c'est lui qui a la relation privilégiée avec le client se barre avec lui. C'est clair que si on regarde du point de vue de l'associé, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'en fait, tout au long de la carrière, il a un portefeuille qui finalement se renouvelle, qui travaille, qui va pouvoir amener à gauche, à droite, devant, derrière. Là, on va vraiment raisonner au niveau du cabinet. Pour le cabinet d'avocats, c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'en fait, on va se refuser d'investir sur les avocats qui sont en interne parce qu'on sait la fragilité qu'il y a au sein des cabinets d'avocats. On a un rassemblement d'individus qui sont fondamentalement libéraux et capitalistes. Ce qui fait qu'en fait, si on investit sur des valeurs humaines qui ne sont pas stables au sein de l'activité et qui peuvent se barrer à tout moment, on va être réticent. C'est une mauvaise chose parce qu'en réalité, à partir du moment où vous investissez sur des équipes en interne, derrière, elles ont la volonté et la velléité de rester parce qu'elles sentent qu'il y a un dynamisme présent et que la structure leur apporte de la valeur. Et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La deuxième conséquence, c'est en termes de patrimonialisation et de valeur d'entreprise. Si un client est attaché à un avocat, à partir du moment où cet avocat se barre dans un autre cabinet, se part en retraite, veut céder son activité, il va exercer ce qu'on appelle un droit de présentation, où derrière, il va présenter sa clientèle à un potentiel repreneur. Sauf que ça vaut beaucoup moins de cash qu'une entreprise traditionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cabinet d'avocats, plutôt une entreprise de services, de droit, chez les avocats, c'est valorisé entre 50 et 100% de son chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est une moyenne, on voit ça sur des sessions. Il y a bien sûr énormément d'autres critères qui rentrent en jeu, mais la relation personnelle entre l'avocat et le client, ou en tout cas la relation exclusive entre l'avocat et le client, à ce niveau-là, elle pose problème en termes de valorisation. On a d'autres modèles, d'autres cabinets qu'on peut voir sur la place. Je prends un exemple que je trouve très personnel, on ne travaille pas avec eux, mais c'est le cabinet Bold. Le cabinet Bold, ils ont un positionnement marketing assumé, ils ont un positionnement stratégique fort. Et il n'existe que très peu d'intuition personnelle entre les clients de Bold et Bold. Entre les clients de Bold et certains avocats chez Bold. Ce qui fait qu'en fait, leur entreprise a une vraie valeur. Le jour où il faudra céder Bold, les associés qui seront présents, ils auront du cash derrière. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont réussi à structurer leur activité, ils ont réussi à la processer
Ce qui fait que les avocats qui travaillent dans leurs différents pôles sont aujourd'hui remplaçables et les clients appartiennent à Bold. Je ne dis pas qu'il faut faire que des cabinets Bold, c'est un business model qui est particulier, etc. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a des perspectives. Donc, c'est pour ces trois raisons qu'il est important en tout cas de réfléchir, pas forcément ce que je vais vous dire ce soir, c'est un axe de réflexion, c'est quelque chose qu'on met en place. Très honnêtement, est-ce que ça va marcher? Oui ou non? Je ne sais pas. On l'a déjà fait marcher dans certains cabinets d'avocats. On a déjà mis en place des pilotes qui ont bien fonctionné. Là, on est en train de le déployer sur 2 nouveaux départements au sein du cabinet d'avocats dans lequel on est le premier pilote. Ça se passe plutôt bien. Après, est-ce que derrière, on aura des résultats? Est-ce que tout le cabinet restera là-dessus? Ça, on le verra par la suite. Mais vraiment avec une approche méthodique et scientifique, s'il faut revenir en arrière, on reviendra en arrière, on transformera des choses. Là, l'objectif de ce webinaire, quand vous êtes plus de 80 à être en live là, l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse nourrir la réflexion, qu'on puisse finalement échanger par rapport à ça et revoir un peu le modèle. Donc, une fois qu'on a dit ça, on dit OK, finalement, le développement par avocat, ça peut être amélioré, ça a ses forces, ça a ses faiblesses. Je vous ai présenté les faiblesses que ça a. Ça a bien sûr d'autres forces. Ça signifie qu'il y a un lien qui se crée et il est très difficile de faire changer d'avocat à un client. Il y a des relations de confiance qui viennent se nourrir, etc. Donc, c'est une très bonne chose. Mais le pendant de ça, c'est ce que je vous ai expliqué au préalable. Donc, une fois qu'on dit ça, on se dit, OK, bon, il existe peut-être une autre méthode de développer du business pour un cabinet d'avocats que finalement l'avocat lui-même, c'est de passer par secteur d'activité. Alors, déjà, je vais vous expliquer ce que j'entends par là et comment le mettre en place. Aujourd'hui, les cabinets d'avocats sont organisés en départements. On voit les départements société, département travail, département M&A. Quand on est face à des cabinets d'avocats individuels, ils font une activité, 2 activités, 3 activités. Ça, aujourd'hui, c'est une structuration et une organisation qui s'opère par expertise. Et par l'expertise, l'avocat va aller chercher du lead et il va aller chercher du client. Je prends un exemple concret que vous connaissez tous. Je suis avocat en droit du travail, j'interviens en droit du travail côté employeur, parce que généralement la distinction est faite entre employeur-salarié. Il n'y a pas de distinction sur les secteurs d'activité, mais il y a des distinctions par rapport à la taille d'entreprise. C'est je suis avocat côté employeur pour les PME. Très clair. Donc là, c'est vraiment un positionnement typique de la globalité, voire de la totalité des avocats. C'est j'ai un secteur d'activité et une taille d'entreprise cible. Sauf que ça, c'est vraiment limité puisqu'en fait, c'est basé exclusivement sur la tête de l'avocat. Nous, ce qu'on a mis en place au sein de quelques cabinets d'avocats sur le pilote dont je vous parlais, c'est de dire, OK, en fait, on va arrêter de raisonner de cette façon et on va créer des sortes de business units où en fait, on va avoir 4, 3, 5, 6 avocats qui vont se dédier au développement d'un secteur d'activité. Ces avocats-là, ils peuvent avoir la même expertise, ils peuvent avoir une expertise différente, mais complémentaire. Et l'objectif, c'est qu'ensemble, ils puissent aller attaquer un secteur d'activité en se basant sur les forces de chacun. Les forces de chacun, c'est des contacts à l'intérieur du secteur d'activité. C'est des clients à l'intérieur du secteur d'activité. C'est des prescripteurs, c'est des personnes qui vont pouvoir vous donner de l'information privilégiée par rapport au secteur d'activité. Une fois qu'on a des gens, ou en tout cas des avocats, qui veulent travailler sur ce secteur d'activité, qui revêtent ces 3 critères, on va pouvoir commencer à poser les bases. Nous, on l'a fait sur le secteur d'activité de l'automobile notamment, et c'est l'exemple que je vais prendre ce soir. Quand on se dit, OK, en fait, on a un avocat en corpo, on a un avocat en taxe, on a un avocat en IP-IT et on a un avocat en droit social qui désirent ensemble développer le secteur d'activité de l'automobile. La première chose à mettre en place, c'est de se dire, OK, mais concrètement, c'est quoi le secteur d'activité de l'automobile? Quels sont les sous-secteurs qui se situent sous ce grand secteur qu'est le secteur d'activité de l'automobile? Qu'est-ce qu'on a en contact à l'intérieur de ce secteur d'activité? Est-ce qu'on a des contacts communs? Quelles sont nos relations avec eux? Est-ce que c'est des décideurs? Comment est-ce qu'on va se servir de l'ensemble de nos actifs qui sont des actifs internes qu'on a dans notre cerveau, sur un ERP ou dans un CRM, pour réussir à être pertinent et performant sur ce marché? Donc, première étape, on choisit un secteur. On ne le choisit pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on a étudié au préalable au sein de notre activité
quels étaient les secteurs porteurs qui généraient du chiffre d'affaires et surtout de la rentabilité. Une fois qu'on se dit, OK, bon, bah, Valentin, voilà, nous on a regardé, on a envie de travailler sur le secteur d'activité de l'automobile. Ma première question, c'est OK, mais sur quel segment? Est-ce que vous voulez travailler sur les constructeurs? Est-ce que vous voulez travailler sur les équipementiers? Est-ce que vous voulez travailler sur les détaillants, les fabricants de pièces détachées? Est-ce que vous voulez travailler sur les concessionnaires? Est-ce que vous voulez travailler sur l'assurance auto et le leasing automobile? C'est les 5 sous-segments qu'on a décryptés, il y en existe d'autres, peu importe, ce n'est pas l'objectif du truc, c'est juste pour comprendre le raisonnement. Donc, la question, c'est OK, en fait, on va tabasser déjà on dit tabasser un segment, donc c'est comme ça qu'on parle. On va déjà commencer par tabasser un segment. Pour savoir quel segment va être pertinent, même chose, on réunit des associés autour de la table. Voilà, OK, tu as des contacts chez les constructeurs, OK, tu as déjà vu quelle est l'attraction, OK, très clair, on va se baser sur leur instinct. Une fois qu'on se dit d'accord, on va attaquer, je sais pas moi, les constructeurs automobiles. Donc en France, il y a un certain nombre de constructeurs automobiles. Il y a Renault, il y a Fiat, il y a Toyota qui sont présents sur le territoire. Pas de marque française qui sont présents sur le territoire. Il y a Smart. Il y en a plusieurs. C'est OK, maintenant, qu'est-ce que ces entreprises-là ont aujourd'hui comme enjeu opérationnel? Quels sont leurs enjeux actuels? Quels sont leurs enjeux futurs? Quels sont les enjeux juridiques qu'elles peuvent rencontrer? Si on prend par exemple le marché automobile, il y a Renault qui a annoncé que sous 2 ans, ils reverraient l'ensemble de leurs contrats de concession. Ça veut dire que potentiellement, du côté du constructeur, et notamment des systèmes de distribution, et du côté des concessionnaires, il va y avoir des enjeux. Des enjeux sur leurs contrats actuels, sur la négociation des contrats futurs et sur la renégociation des accords cadres ou des contrats de district qui peuvent exister entre eux. Donc, ça veut dire que là, on commence à avoir du flair. On sent quelque chose qui peut se passer sur le marché, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la réaction, mais on est dans l'anticipation par rapport à un développement. Et en fonction d'une réalité économique, on va pouvoir derrière développer une business unit qui va pouvoir travailler sur ce secteur. Donc, on prend mon exemple que je viens de vous donner et on se dit, OK, donc là, on voit qu'il pourrait y avoir un trou dans la raquette ou en tout cas une opportunité pour notre cabinet d'avocats pour aller s'introduire à ce niveau-là. Sauf que pour l'instant, il n'y a aucune réalité. Parce qu'en fait, ça se passe uniquement dans votre esprit ou autour d'une table avec l'échange que vous avez avec vos 3 autres associés qui souhaitent eux-mêmes développer le secteur d'activité de l'automobile. Donc, la deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est de dire, OK, maintenant, en fait, on va partager nos contacts autour d'une table. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer en contact avec les contacts qu'on peut avoir pour savoir si oui ou non, l'instinct qu'on peut avoir est confirmé ou pas. Donc là, ce qu'il va falloir faire, ce n'est pas un démarchage commercial, ce n'est pas une sollicitation personnalisée, c'est vraiment ce qu'on appelle une customer discovery ou une interview de clients potentiels. Donc là, les questions qu'on va leur poser, ça va être uniquement des questions opérationnelles, des questions business, des questions économiques, et on clôturera par potentiellement des opportunités juridiques. Mais il faut déjà s'intéresser à l'entreprise et au secteur d'activité avant de pouvoir pénétrer l'entreprise ou le secteur avec votre expertise. Pour pouvoir réaliser un bon travail à ce niveau-là, il faut déjà comprendre qui est le décideur, quels sont les objectifs du décideur et comment derrière vous allez pouvoir vous positionner. Une fois que vous avez fait ça, le job, c'est de contacter au moins, c'est pas de contacter, c'est d'avoir au moins une demi-heure, 45 minutes et dans l'idéal 1 heure, 50 personnes qui travaillent à l'intérieur de ce secteur-là et qui sont des décideurs par rapport à votre activité. Une fois que vous l'avez, vous faites une note de synthèse, vous l'avez fait au CRFPA, vous reprenez l'ensemble de ces interviews et derrière, vous allez voir des grandes tendances qui vont pouvoir se dégager. Vous allez pouvoir vous dire, OK, en fait, je me rends compte que sur les 14 constructeurs que j'ai pu contacter, j'ai eu 50 personnes au bout du fil. Je me rends compte que finalement, leurs objectifs, c'est un objectif tarifaire, un objectif de sécurité. Ils veulent avoir un interlocuteur de qualité au bout du fil. Ils ne lésineront pas sur les moyens tant que l'ensemble des heures est justifié. Ça peut être une compréhension d'un objectif qui va être un critère nécessaire pour savoir si oui ou non vous allez pouvoir travailler avec ce cabinet d'avocats. Vous allez, ça se trouve, vous rendre compte que Renault ne travaille qu'avec des cabinets français qui font un minimum de notoriété sur le secteur. Donc, ça veut dire que si vous bossez dans un cabinet américain, dans un cabinet anglais, dans un tout petit cabinet d'avocats, vous n'aurez pas accès à Renault. Peu importe votre degré d'expertise, peu importe votre maturité sur le marché, peu importe si vous êtes oui ou non la référence par rapport à leurs besoins,
S'ils ne veulent pas travailler avec vous parce que vous ne rentrez pas dans leurs critères, vous ne pourrez pas travailler avec eux. C'est une certitude. Ça ne sert à rien de se battre contre ça, ce n'est pas possible. Il faut juste recalibrer la cible une fois que vous avez compris pourquoi vous ne pouviez pas travailler avec eux. Se battre pour essayer d'évangéliser le marché, et j'entends très souvent des gens parler d'évangélisation du marché, c'est une lutte que vous ne pouvez pas gagner. C'est une lutte que vous n'avez pas le temps de gagner. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'un cabinet d'avocats ne peut pas avoir recours à des capitaux extérieurs pour se financer et que malheureusement, ou peut-être même heureusement, vous n'aurez pas 15 milliards d'euros pour aller essayer d'évangéliser un marché. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc une fois qu'on se rend compte des objectifs clients, des objectifs du secteur, on se refoue autour de la table avec ses associés. Et là, on se dit, OK, par rapport à ce qu'on a compris, on connaît les objectifs, on connaît les enjeux actuels, on connaît les enjeux futurs, on connaît la typologie de cabinet d'avocats sur laquelle on va pouvoir avancer et quels sont les besoins qu'ils vont avoir de façon prioritaire. Si on se rend compte que sur 3 constructeurs, des 14 qu'on a pu interviewer, on a des besoins qui sont en IP-IT immédiat, dans ce cas-là, on fait monter les équipes IT-IT. L'objectif, ce n'est pas une prise de contact immédiate. L'objectif, ça va être de passer par 3 phases. Une phase de notoriété, une phase d'acquisition, une phase de conversion. Notoriété, c'est je me fais connaître et identifier par ma cible comme étant un cabinet d'avocats qui a monté une business unit par rapport au secteur d'activité de l'automobile, notamment sur la construction automobile. La deuxième chose, une fois que je suis identifié, c'est que je génère un contact. Grâce aux interviews clients que j'ai pu faire au préalable, je sais que les besoins des décideurs que j'ai pu avoir dans ce secteur d'activité s'opèrent de façon prioritaire sur l'IP-IT parce que, je sais pas, ils ont des enjeux de data, les voitures intelligentes maintenant prennent de la donnée, est-ce que c'est GDPR compatible ou je sais pas quoi, peu importe, mais en tout cas, on envoie les mecs de l'IP-IT pour prendre un premier contact. Une fois que l'IP-IT a pu entrer en contact avec eux, va s'entraîner une phase de conversion. En combien de temps est-ce qu'on close un constructeur automobile? Est-ce que 2 rendez-vous suffisent? Je ne crois pas. Est-ce que ça se passe sur 6 mois? Est-ce que ça se passe sur 8 mois? Est-ce que ça se passe sur 1 an? Comment on fait pour avoir ces informations-là? Même chose, dans les interviews que vous avez faites de l'ensemble des acteurs du secteur que vous avez pu rencontrer, vous devez retirer ces informations-là et vous devez retirer un nombre d'informations. Ça va nous permettre de choper nos premiers deals en IP-IT, pour l'exemple que je vous ai donné, sur le secteur d'activité de l'automobile. Mais le jeu ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a mis le loup à l'intérieur de la bergerie, l'objectif, c'est que le loup il puisse ramener la meute. Et donc là, pour que ça puisse fonctionner comme ça, il faut déjà qu'on ait une preuve par l'expérience. C'est-à-dire que l'opération qui va être réalisée par l'IP-IT, elle doit être bien réalisée en interne. L'objectif, une fois que l'opération a été bien réalisée et que l'opération est un succès, puisque je suis sûr que vous êtes des très bons techniciens et que vous saurez satisfaire vos clients, c'est de pouvoir discuter en interne avec d'autres interlocuteurs que vous avez pu avoir qui vous ont sollicité pour l'IP-IT, notamment des directeurs opérationnels, des directeurs stratégiques, des chargés, des vendeurs au sein de la boîte, des directeurs commerciaux, des directeurs marketing, des DAF. Il faut que vous engrangiez un maximum de contacts pour pouvoir faire rentrer vos confrères du social, vos confrères du taxe et vos confrères du M&A. Et donc, du coup, on n'est plus sur un développement qui vient s'opérer. Un avocat réussit une fois à avoir un contrat avec un constructeur automobile. Là, c'est vraiment le cabinet d'avocats au complet qui fait brèche par brèche la pénétration d'une entreprise et d'un secteur d'activité. Et donc, c'est comme ça que ça doit se fonctionner. Comment ça se traduit dans les faits? Ça se traduit par une task force, une business unit, un département, peu importe comment vous l'appelez, qui va se réunir pour travailler sur des opérations d'acquisition et de développement et de stratégie sur des secteurs d'activité. Mais ça ne veut pas dire en interne, ou ça ne veut pas forcément dire en interne, que vous allez changer votre organisation de production. Ce n'est pas parce qu'il y a une business unit qui va s'occuper du secteur d'activité de l'automobile que maintenant on ne parlera plus de département corpo, département taxes, département droit du travail. On ne va pas les remplacer par des secteurs d'activité, par des départements automobiles, des départements pharmaceutiques et des départements pétrochimie. On peut conserver une organisation de travail par département et par expertise et avoir une acquisition et un développement clientèle par business unit sectoriel. Ça, c'est une possibilité. Donc, vous voyez un peu la réflexion, c'est de dire, OK, il existe d'autres moyens de pouvoir développer sa clientèle, notamment en passant sur cette typologie d'expertise et en n'étant pas obligé d'avoir un développement qui se fait avocat par avocat. Donc ça, c'est vraiment une possibilité.
Alors concrètement, comment on la met en place? Il va falloir qu'on aille fouiller à l'intérieur du chiffre d'affaires du cabinet. Il va falloir qu'on puisse fouiller à l'intérieur des taux de rentabilité et de l'ensemble des informations que vous pourrez sortir de Cessible, de Diapaz, de Log, de Cleos, du logiciel de gestion que vous avez si vous en avez un, et des ERP si vous n'en avez pas. L'application qu'on va en faire, elle va être assez simple. Elle va être, OK, en fait, on va diviser nos activités par secteur et par rentabilité en disant, voilà, nos 10 plus gros clients, ils interviennent chacun dans le domaine de la sidérurgie, de la pétrochimie, de l'automobile et de je ne sais pas quoi. Les clients moyens qui interviennent, on trouve des clients dans l'auto, on trouve des clients dans la finance, on trouve des clients je sais pas moi, dans la dératisation, peu importe. Et sur les plus petits clients, on trouve des pharmacies, on trouve des dentistes, et puis on trouve d'autres avocats. Donc là, ce qu'il va falloir regarder, c'est quel est le chiffre d'affaires le plus important généré et par quel secteur? 2, est-ce que les opérations réalisées pour ce secteur d'activité sont rentables ou pas? Est-ce que ce sont les plus rentables de notre secteur? Si on fait 500 000 balles de chiffre d'affaires sur le secteur de l'automobile, mais qu'en réalité, on se rend compte qu'on a un excellent, une marge qui est à hauteur de 25%, 30%, peut-être que ça ne vaut pas la peine d'y aller. Peut-être que ce qu'il faut aller chercher, c'est un secteur d'activité pharmaceutique, par exemple, le secteur pharmaceutique, où on a un chiffre d'affaires qui est de 300 000 balles, mais sur lequel on a des taux de renta à 50%. Parce que la rentabilité est toujours plus intéressante que le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment une étude préalable à mener. Donc là, on va voir si les activités sont en croissance, décroissance, rentable, non rentable, et en fonction de ça, on va organiser vraiment de l'acquisition, donc de l'acquisition sectorielle en travaillant de cette façon-là. Pour que ça puisse être efficace, il faut que ça soit initié par un leader qui va prendre la tête de ce département et qui va organiser des sessions de travail de façon extrêmement importante avec ses associés. C'est-à-dire que toutes les semaines, pendant au moins 3 mois, vous devez vous caler un créneau d'1 heure qui va être immuable, que vous ne pourrez pas toucher, pour échanger vos informations sur le secteur que vous avez réussi à glaner. Vous devez absolument tout mettre en commun. Et au bout de 6 mois, vous voyez la performance que vous avez eue sur ce secteur d'activité. Combien de rendez-vous on a pu avoir? Est-ce que ces rendez-vous ont été pertinents? Combien de chiffres d'affaires on a pu générer? Est-ce que la spécialisation marketing affichée par rapport à un secteur d'activité nous a ramené du cash? Comment est-ce que ça a fonctionné en interne par rapport au développement classique des autres avocats qui ne l'ont pas appliqué? Si la réponse est favorable, dans ce cas, on accentue. Si la réponse est mitigée, on comprend ce qui s'est passé, on regarde nos indicateurs de performance et on se dit, OK, en fait, j'avais tablé sur un objectif à 500 000 balles, je n'ai pas réussi à faire 500 000 balles, pourquoi? Si la réponse, c'est parce que j'avais mal estimé mon cycle de vente ou mon cycle de vente ou mon délai de closing des différents acteurs, il faut regarder si c'est un problème ou pas. Si vous avez un problème de BFR, c'est un problème. Si vous avez un fonds de roulement qui vous permet de subvenir à votre BFR, ce n'est pas un problème. Il faut regarder s'il y a du potentiel de vente additionnelle sur ces opérations-là. Si vous rentrez sur de l'IP-IT et que derrière vous faites une opération, que vous arrivez à faire rentrer les autres associés, mais que vous réalisez chacun un deal, ce n'est pas pertinent. L'objectif, c'est vraiment de prendre l'entreprise et que l'entreprise ne soit plus un client d'un avocat ou d'un département, mais que ça devienne le client de l'ensemble du cabinet d'avocats. Et c'est en fonctionnant par secteur d'activité que vous aurez un levier qui va être un levier pertinent par rapport à ce développement. Ça, c'est quelque chose qui est possible de faire dans tout type de cabinet d'avocats. Si vous intervenez seul, nous, c'est ce qu'on martèle extrêmement fort, et on le martèle de façon gratuite parce que là-dessus, on ne fait pas d'argent, c'est qu'un avocat seul qui a envie de faire du cash, il doit avoir une double expertise. Il doit avoir une expertise juridique et il doit avoir une expertise sectorielle. Si l'avocat n'est pas positionné de cette façon-là, il va rentrer en compétition avec énormément d'autres acteurs et ça va être extrêmement complexe. Moi, je viens de Nancy. Si un avocat à Nancy se positionnait comme étant l'avocat en droit des sociétés expert des restaurants, je ne sais pas s'il aura assez de cas. Je n'ai pas approfondi le marché, je n'ai pas regardé s'il y avait quelque chose. Mais en tout cas, expert de la boisson et de la nourriture, par exemple, ou peu importe. Derrière, c'est un scope qui est assez large, qui lui permettrait de vivre de façon extrêmement importante. Pourtant, aujourd'hui, il n'y a personne qui se positionne de cette façon-là. Parce que les avocats
ont peur de dire, en fait, je vais discriminer ma clientèle à l'entrée en disant, en fait, si je me positionne comme étant spécialiste de l'automobile, je vais avoir que des clients qui viennent de l'automobile. En tant que tel, ce n'est pas un problème, à partir du moment où vous avez une profondeur de marché qui vous permet de travailler dessus. Si aujourd'hui, un cabinet d'avocats se positionnait sur l'automobile, si on prend les constructeurs, les équipementiers, les vendeurs de pièces détachées, les concessionnaires, etc., il aurait besoin de 500 personnes pour pouvoir bosser derrière. Parce que derrière, il y a du deal à crever. Donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Et avant d'entamer un développement sectoriel ou avant de mettre en place ce pilote au sein de votre activité, il faut vraiment s'interroger et réfléchir vos chiffres, réfléchir la notoriété que vous allez mettre en place, les actions marketing et surtout les avocats que vous mettez autour de la table pour développer ce pilote de développement sur secteur d'activité. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair et j'espère que ça a été pertinent pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, vous pouvez les poser à contact@anomia.fr ou directement les poser sur LinkedIn à Valentin Tonti-Bernard. On répond extrêmement rapidement à ce genre de sollicitations. Si vous avez d'autres idées du webinaire ou que celui-ci ne vous a pas plu ou vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je serai ravi de pouvoir en discuter avec vous et de prendre vos impressions a posteriori. Donc, j'attends 2 petites minutes. Si vous avez des questions, j'y réponds soit par écrit, soit à l'oral. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée.